Lors de mon dîner de remise de diplôme, tout le monde riait jusqu'à ce que ma grand-mère sourie et dise « Je suis si contente que les $1500 que je t'envoie chaque mois t'aient aidé. » Quand j'ai dit que je n'avais jamais reçu d'argent, la table est devenue silencieuse, et tout le monde s'est lentement tourné pour regarder mes parents. Ma grand-mère l'a dit comme elle disait la plupart des choses qui comptaient, chaleureusement et sans cérémonie, se penchant en avant à la lueur des bougies comme si elle partageait quelque chose de doux. Je suis juste si contente que les $1500 que je t'envoie chaque mois t'aient aidé, ma chérie. Le bruit du restaurant ne s'est pas arrêté d'un seul coup. Il s'est estompé. De la même manière que le son s'estompe lorsque votre cerveau a décidé qu'une chose spécifique dans votre environnement immédiat nécessite toutes les ressources disponibles et qu'il a commencé à les rediriger silencieusement. La table à côté de nous continuait de rire de quelque chose. Le serveur, quelque part derrière moi, énumérait les desserts du jour. Un verre a tinté. La fourchette de mon frère Ben s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. La flûte de champagne de mon père, levée dans le mouvement de quelqu'un sur le point de boire, n'a jamais atteint ses lèvres. Ma mère regardait le centre de table. J'ai regardé ma grand-mère. Eleanor Carter a 78 ans et n'a jamais, de toute ma vie, dit quelque chose qu'elle ne pensait pas. Elle s'est penchée vers moi, ses lunettes de lecture relevées dans ses cheveux argentés et ses yeux chaleureux de la fierté spécifique d'une femme qui a observé une personne qu'elle aime accomplir quelque chose de difficile et qui a été, tranquillement et en privé, heureuse d'avoir aidé. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de poser sur la table. « Grand-mère » ai-je dit. Ma voix est sortie égale. Je ne sais pas comment. Je n'ai jamais reçu cet argent. Un temps de silence absolu. Puis mon père a dit « Ruby, je ne l'ai jamais reçu. » J'ai répété, d'une voix toujours égale, en regardant toujours ma grand-mère, dont le visage venait de faire quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire. Il est passé de la chaleur à la confusion, puis à l'expression spécifique d'une personne qui commence à comprendre qu'elle est entrée dans une pièce dont elle ignorait l'existence. « Comment ça, tu ne l'as jamais reçu ?» dit-elle. Je voulais dire exactement ce que j'ai dit. J'avais eu 2 emplois pendant 4 ans d'université, et je n'avais jamais reçu un seul dollar des $1500 par mois que ma grand-mère avait envoyés chaque mois pour mon éducation. Je savais où ils étaient allés. J'avais un classeur dans mon sac qui documentait exactement où ils étaient allés, en 4 couleurs avec des eurodatages, des numéros de compte et des reçus. Mais c'était pour plus tard. Pour l'instant, il y avait juste la table, la lueur des bougies, le visage de ma grand-mère et mes parents, qui avaient adopté cette qualité de silence spécifique qui n'appartient qu'aux personnes qui ont été prises sur le fait. Mon nom est Ruby Carter. J'ai 22 ans et j'ai obtenu mon diplôme un mardi, avec une licence en économie de l'Université de l'Illinois avec une moyenne de 3,7, et je vais vous raconter comment j'y suis parvenu, car une réussite nécessite un contexte. Et cette histoire n'est rien sans son contexte. J'ai grandi dans une maison de 4 chambres à Naperville, dans l'Illinois, dans une famille qui avait assez. Pas de façon extravagante. Mon père, Marc, est directeur régional des ventes pour un distributeur d'équipements médicaux, un revenu stable, un solide salaire de classe moyenne. Ma mère, Sarah, enseigne à temps partiel dans un collège communautaire et gère les finances du ménage avec ce que j'ai grandi en comprenant comme étant du soin et de la précision, ce que je comprends différemment maintenant. Mon frère Ben a 25 ans et a toujours été le genre de fils dont les besoins étaient satisfaits avec l'urgence spécifique d'un parent qui a décidé que le confort d'un enfant est le reflet de sa propre compétence. Je suis l'autre genre. La philosophie dans notre maison quand je grandissais était « les difficultés te rendent plus forte ». Mon père l'a dit en premier et il l'a dit souvent, et il l'a dit avec la conviction sincère d'un homme qui croit quelque chose parce que c'est pratique de le croire. Qui, quelque part entre l'idée et son application, a confondu les difficultés des autres avec une parentalité de principe. Quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé de l'argent pour une robe de bal de rentrée, mon père a dit que les difficultés te rendent plus forte et a suggéré que je fasse du babysitting pour me la payer. J'ai fait du babysitting. Je suis allé au bal dans une robe du Goodwill sur la route 59 que j'ai retouchée moi-même avec des tutoriels YouTube et un kit de couture que j'ai acheté chez Walgreens. La version de ma mère était plus douce. Elle appelait ça forger le caractère. Elle disait, la déception est un outil. Elle disait ces choses avec la chaleur de quelqu'un qui croit sincèrement offrir de la sagesse. Et pendant longtemps, plus longtemps que je ne veux l'admettre, j'ai cru qu'elle en offrait. Cela ressemblait à de la parentalité. C'était en fait une couverture. Quand j'ai été admise à l'université de l'Illinois,
La conversation sur les finances a eu lieu une fois, brièvement, à la table de la cuisine avec mes deux parents et une copie imprimée du dossier d'aide financière. Mon père a dit que l'aide était bonne, que mon travail à temps partiel couvrirait ce qui restait, et que lui et ma mère contribueraient ce qu'ils pourraient, quand ils le pourraient. Ma mère a dit qu'elle était fière de moi. Ben, qui était en première au lycée à l'époque et n'était pas présent à la conversation, se verrait plus tard couvrir ses frais d'inscription à l'université, la caution de son appartement, sa voiture, une Toyota Camry d'occasion en bon état. Et un voyage de ski au Colorado lors de sa première année d'université. Je ne le savais pas à l'époque. Je le sais maintenant. Je le sais de la manière codée par couleur, horodatée, imprimée en 3 exemplaires dans un classeur noir que je connais tout ce que je vais vous dire. J'ai pris un emploi à la bibliothèque universitaire dès ma première semaine de première année, principalement des quarts de nuit. La bibliothèque était ouverte jusqu'à minuit en semaine, et je travaillais 4 soirs à ranger des livres, à aider les étudiants au bureau de référence, à faire le travail silencieux et spécifique d'une institution qui fonctionne grâce à l'attention aux détails. J'étais doué pour ça. Je suis doué pour les détails. Le deuxième emploi est arrivé en novembre de ma première année, lorsque les calculs du semestre sont devenus inévitables. Un restaurant ouvert 24 heures sur 24 appelé Patsy's sur Green Street. 3 à 4 quarts par semaine, principalement les heures tardives que les autres ne voulaient pas, car les autres avaient le choix de leurs horaires. Je prenais le quart de 22h à 2h du matin aussi souvent que possible, car les pourboires étaient meilleurs et parce que mes quarts à la bibliothèque se terminaient à minuit et que l'enchaînement me donnait juste assez de temps pour me changer et marcher les 6 pâtés de maison entre les deux. Je rentrais chez moi sous les lampadaires orange à 2h du matin avec des pourboires dans ma poche, des billets de 1 et de 5 froissés et parfois un billet de 10 d'une table qui avait commandé plus que prévu. Je les triais à mon bureau, mettais ce qui était nécessaire pour les courses et le ticket de bus dans une pile, ce qui était nécessaire pour la facture de téléphone dans une autre, puis j'ouvrais mon ordinateur portable et j'essayais de me concentrer sur ce qui était à rendre le matin. J'ai reposé un sac d'orange une fois. Je veux vous dire cela spécifiquement parce que c'est le détail qui vit le plus clairement dans ma mémoire. Le moment précis au supermarché Jewel Osco sur Neal Street où j'ai reposé un sac d'oranges parce que j'avais calculé mon budget de bus pour les 3 prochains jours. Et les oranges coûtaient 3,49. Et 3,49 était exactement l'écart entre ce que j'avais et ce que je devais avoir. Je les ai remises sur l'étalage et je suis allé à la caisse avec ce que j'avais décidé de pouvoir me permettre. Et j'ai pensé, c'est ce qu'ils veulent dire par forger le caractère. J'avais 18 ans. J'étais dans le rayon des fruits et légumes d'une épicerie à faire des calculs qui tombaient faux, peu importe la façon dont je les arrangeais. Je pensais que c'était le coup d'être une étudiante de première génération à gérer ses propres finances. Je pensais que mes parents avaient raison et que j'apprenais quelque chose de réel. J'apprenais quelque chose, mais pas la leçon qu'ils me vendaient. L'incident de l'ordinateur portable s'est produit en novembre de ma 3e année. Et je veux vous en parler parce que c'est le moment où quelque chose que je ressentais, pas que je soupçonnais, juste que je ressentais, le malaise ambiant d'une fille qui sent que quelque chose ne colle pas sans savoir de quel calcul il s'agit, et passer du sentiment à la preuve. Mon ordinateur portable est mort un mercredi après-midi entre un quart à la bibliothèque et un quart de fermeture chez Patsy's. Il s'est simplement arrêté. L'écran est devenu noir. Le bouton d'alimentation n'a rien produit. La machine qui contenait 4 ans de notes et 2 dissertations en cours est devenue un rectangle noir. J'ai appelé mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie avec la demi-attention spécifique d'un homme qui fait plusieurs choses à la fois et qui a décidé que l'appel est probablement gérable. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai dit calmement. J'avais appris très tôt que le calme était le registre qui produisait la réponse la plus utile de mon père, que tout ce qui ressemblait à de la panique était classé comme du drame et traité en conséquence. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que j'avais besoin d'aide. Il a dit, c'est vraiment une situation de manque de planification, Ruby. Je ne peux pas te tirer d'affaire à chaque fois que quelque chose arrive. Chaque fois. Comme s'il y avait eu d'autres fois, comme si je l'avais appelé avec une série de crises nécessitant des sauvetages. Ce n'était pas le cas. Je l'avais appelé 2 fois en 3 ans pour des problèmes d'argent. Et la première fois, il avait dit essentiellement la même chose et je m'étais débrouillé seul et je n'avais pas rappelé jusqu'à ce que je ne vois vraiment aucune autre option. Papa, ai-je dit, j'ai une dissertation à rendre dans 4 jours et mon ordinateur portable est mort. Les salles informatiques, a-t-il dit. C'est à ça qu'elles servent.
Il n'avait pas tort sur le fait que les salles informatiques existaient. Il n'avait pas raison sur le reste. J'ai passé 48 heures dans la salle informatique au sous-sol de la bibliothèque de premier cycle, dormant par intervalle de 2 heures sur la chaise à mon poste, mangeant aux distributeurs automatiques. Réécrivant de mémoire et à partir des notes que j'avais imprimées à l'avance pour la raison exacte que j'avais appris à imprimer les choses à l'avance. J'ai rendu la dissertation avec 40 minutes d'avance. J'ai eu un B+, que je considère comme l'une de mes réussites académiques les plus importantes compte tenu des circonstances. Cette même semaine, mes parents ont acheté une machine à expresso. Je ne le savais pas alors, je le sais maintenant. Le gardiennage de la maison a eu lieu en mars de ma dernière année. Mes parents allaient à un festival du vin à Galna pour un long week-end, 4 jours, du jeudi au dimanche, et ils avaient besoin de quelqu'un pour arroser les plantes, relever le courrier, s'assurer que la maison n'avait aucun problème pendant leur absence. Ils m'ont demandé parce que j'étais proche, parce que j'étais responsable, et parce que me demander ne coûtait rien. J'ai dit oui. J'ai conduit jusqu'à Naperville le jeudi après-midi et je suis entré avec la clé que j'avais depuis le lycée. La maison était calme de la manière d'une maison dont les occupants habituels sont partis. Cette quiétude spécifique et organisée qui n'est pas du vide, mais plutôt la pose d'un lieu qui attend le retour des personnes qui y appartiennent. J'ai arrosé les plantes. J'ai relevé le courrier. J'ai mis mon sac dans mon ancienne chambre, que ma mère avait convertie en salle de bricolage pendant ma 2e année parce que je ne l'utilisais pas, avec un lit pliant dans le placard pour quand je venais en visite. Le vendredi matin, je me suis assise au bureau de mon père dans son bureau à domicile pour utiliser l'imprimante. Mon téléphone avait besoin d'un document imprimé pour une réunion la semaine suivante, et le bureau avait la bonne imprimante, celle qui ne bavait pas. L'ordinateur portable de mon père était ouvert. Il l'avait laissé connecté. Il avait, comme il le faisait toujours avec ses appareils à la maison, enregistré tous ses mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe du navigateur parce qu'il trouvait cela pratique. Le portail bancaire de leur compte joint était dans l'historique du navigateur. Un clic depuis le menu de l'historique. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je veux être honnête à ce sujet. Je suis resté assise à ce bureau pendant environ 4 minutes avec mon téléphone à la main et le document que je devais imprimer déjà envoyé dans la file d'attente, regardant l'historique du navigateur, décidant si j'allais faire ce que j'envisageais de faire. J'avais construit une version des finances de ma famille dans ma tête depuis des années. Pas consciemment, juste la comptabilité ambiante qui s'accumule lorsque vous êtes une personne douée pour les chiffres et qui existe à proximité d'une situation financière qui n'a pas tout à fait de sens. La machine à expresso, le fait que Ben avait une voiture, le fait que mes parents avaient pris des vacances viticoles à Galna pendant que je mangeais de la nourriture de distributeur automatique dans une salle informatique. J'ai ouvert le portail bancaire. J'étais dans le bureau de mon père de 9h14 à 11h52. Ce que j'ai trouvé en ces 2h38 a réorganisé ma compréhension des 4 dernières années plus complètement que tout ce qui avait précédé. Les virements d'Eleanor Carter arrivaient le 15 de chaque mois. 1500 $ chaque mois. 1500 $ envoyés par ma grand-mère pour mon éducation, libellés dans la description de la transaction avec une note qui disait « pour les frais universitaires de Ruby ». Elle avait apparemment écrit cette note elle-même sur l'interface qu'elle utilisait pour faire le virement avec l'intention spécifique d'une femme qui voulait que le but de l'argent soit sans ambiguïté. C'était sans ambiguïté. C'était aussi redirigé dans les jours suivant chaque arrivée. J'ai reconstitué le tableau lentement parce que la lenteur était ce que la situation exigeait. Pas la lenteur de quelqu'un qui a du mal à comprendre, mais le rythme délibéré de quelqu'un qui sait que ce qu'il voit devra être documenté. Et que la documentation exige de le voir complètement avant de réagir à une quelconque partie. Premier mois, première année, virement de 1500 $ d'Eleanor Carter. 4 jours plus tard, un sac à main de créateur débité chez Nordstrom, 387 $. Un dîner dans un steakhouse, 210 $. 2 jours après, un virement sur le compte de Ben, 400 $. Troisième mois, virement de 1500 $. Quelques jours plus tard, week-end spa dans un hôtel du Wisconsin, 640 $. Fourniture de golf, 290 $. Septième mois, le mois où je n'ai pas pu me payer le manuel d'histoire de l'art et où j'ai raté le cours. Le mois où j'ai appelé le bureau d'aide financière, la bibliothèque et 2 centres de ressources du campus pour essayer de trouver un moyen de couvrir 220 $. Virement d'Eleanor Carter, 1500 $. 5 jours plus tard, billet de concert, 310 $,
restaurant $180. 14e mois, le mois où mon ordinateur portable est mort, le mois où j'ai passé 48 heures dans une salle informatique. Virement d'Eleanor Carter, 1500 $. 4 jours plus tard, machine à expresso, $340. Virement sur le compte de Ben, 600 $. Je me suis assise dans le fauteuil de bureau de mon père et j'ai fait une liste dans l'application de notes de mon téléphone. La liste avait 4 catégories. Vert, virement de grand-mère Eleanor. Rose, dépenses en articles de luxe et divertissement. Bleu, virement à Ben. Jaune, dépenses ménagères qui auraient plausiblement pu être couvertes par les revenus propres de mes parents, mais qui ont en fait été couvertes avec le virement du mois d'Eleanor Carter au cours du même cycle de facturation. Il m'a fallu la majeure partie de la matinée pour être sûr de lire correctement. Je suis une personne qui vérifie 2 fois ses calculs. J'ai vérifié 3 fois. 72 000 $, 4 ans. 1500 $ par mois pour les mois auxquels je pouvais accéder, plus la première année de relevé qui avait défilé au-delà de l'historique accessible du portail, mais que je pouvais estimer à partir du modèle. 72 000 $ envoyés par ma grand-mère pour soutenir mon éducation, qui avait plutôt soutenu un week-end spa et un abonnement de golf, et la Toyota Camry de Ben et une machine à expresso achetée la même semaine. J'ai passé 2 jours dans une salle informatique au sous-sol à réécrire une dissertation de mémoire. Je suis restée assise dans le fauteuil un moment après avoir fini la liste. Mes mains étaient à plat sur le bureau, elles ne tremblaient pas. Je veux être précise à ce sujet car trembler aurait été la réponse dramatique et ce que je ressentais n'était pas dramatique. C'était plutôt comme l'immobilité spécifique qui arrive lorsque quelque chose d'énorme atterrit et que votre corps décide avant que votre esprit ne l'ait entièrement traité que l'immobilité est la bonne réponse. Ensuite, je suis allé à l'imprimante et j'ai récupéré le document pour lequel j'étais venu. Puis je suis allé chez Walgreens et j'ai acheté un classeur noir, des intercalaires de couleurs et 3 paquets de papier d'imprimante. Puis je suis revenu et j'ai tout imprimé. Je veux vous parler des personnes qui m'ont aidé au cours des 3 semaines suivantes, car je n'ai pas fait ce qui a suivi seul, et les personnes qui m'ont aidé méritent d'être nommées avec précision. Le premier appel que j'ai passé a été au professeur Diana Lamb. Diana Lamb a été ma conseillère pédagogique et, plus pertinemment, professeure d'économie financière à l'Université de l'Illinois pendant 14 ans. Elle est petite, précise et dotée d'une qualité d'attention spécifique qui vous donne l'impression, lorsqu'elle se concentre sur votre problème, que votre problème est vu sous tous les angles simultanément. J'avais suivi son séminaire pendant 2 semestres et j'y avais bien réussi, et elle avait écrit l'une de mes lettres de recommandation pour les études supérieures et je lui faisais confiance de la manière spécifique de quelqu'un qui a observé une personne opérer sous pression et l'a trouvée exactement telle qu'elle semblait être. Je l'ai appelée le samedi matin depuis l'allée de mes parents et lui ai demandé si je pouvais venir la voir lundi. Quelque chose ne va pas, a-t-elle dit. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit, et j'ai besoin de comprendre ce que je regarde avant de décider quoi en faire. Elle est restée silencieuse un moment. Venez à 10 heures, a-t-elle dit. Je suis venu à 10 heures le lundi avec le classeur noir, qui avait maintenant 4 sections codées par couleur et une page de résumé, et je me suis assise en face du professeur Lamb dans son bureau et je lui ai tout expliqué comme je l'avais fait au bureau de mon père, lentement, précisément. Dans l'ordre chronologique. Elle a posé 3 questions pendant toute la présentation. Elle n'a offert ni opinion ni interprétation pendant que je présentais. Elle a attendu. Quand j'ai eu fini, elle a regardé la page de résumé pendant un long moment. Ce que vous avez documenté ici, a-t-elle dit, est un schéma de malversation financière impliquant des fonds qui étaient spécifiquement désignés pour votre bénéfice et redirigés à votre insu. Elle a fait une pause. Cet argent vous a-t-il déjà été présenté comme une contribution familiale aux dépenses du ménage? A-t-on jamais dit à votre grand-mère que l'argent allait aux dépenses familiales plutôt que spécifiquement à vous? Non, ai-je dit. Elle l'a appelé ou pour l'éducation de Ruby chaque mois. Alors le détournement était délibéré, a-t-elle dit. Pas un malentendu sur la façon dont l'argent était géré. Oui, ai-je dit. Elle a regardé le classeur, puis moi. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Je vais le dire à ma grand-mère, ai-je dit, avant toute autre chose. C'est elle qui l'a envoyé. C'est le bon ordre, a dit le professeur Lamb. Et ensuite? Ensuite, je vais la laisser décider de ce qu'elle veut faire. Elle a hoché la tête lentement. Vous voudrez peut-être aussi parler à un conseiller financier ou à un avocat de vos options au cas où vous voudriez poursuivre le recouvrement formel de ce qui aurait dû vous revenir.
J'ai noté le nom qu'elle m'a donné. Kevin Marsh, conseiller financier certifié et spécialiste en succession familiale, 20 ans de pratique, que le professeur Lamb a décrit comme quelqu'un qui avait déjà traité des situations impliquant des fonds familiaux détournés et qui était, selon elle, exactement le genre de personne dont j'avais besoin. J'ai appelé Kevin Marsh cet après-midi-là. Il avait un créneau le mercredi suivant. Je l'ai pris. Je suis allé voir ma grand-mère en premier. Eleanor Carter vit dans une maison à Oak Park qu'elle et mon grand-père ont achetée en 1974 et que mon grand-père lui a laissée à sa mort il y a 11 ans. Et qu'elle a entretenue avec le soin spécifique d'une femme qui considère l'endroit où elle vit comme une expression de la vie qu'elle a construite. Elle jardine, elle fait des gâteaux, sa table de cuisine est l'endroit dans ma famille où les choses qui comptent ont toujours été discutées autour d'un thé qu'elle prépare dans une théière en céramique qu'elle a acheté lors d'un voyage en Angleterre en 1989 et qu'elle considère comme le récipient correct pour le thé. Je suis arrivé un mardi matin. Elle avait préparé le thé. Je me suis assise et j'ai posé le classeur sur la table entre nous. Grand-mère, ai-je dit, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Elle a regardé le classeur, puis moi. Elle a la qualité perceptive spécifique d'une femme qui a été attentive pendant 78 ans. Et elle lit les situations comme les gens le font quand ils ont passé des décennies à être la personne vers qui les autres se tournent quand quelque chose ne va pas. Montre-moi, a-t-elle dit. Je lui ai montré. Elle n'a pas parlé pendant que je lui expliquais. Elle a tourné les pages. Elle a regardé la colonne verte, ses virements, et la colonne rose et la colonne bleue et la colonne jaune. Elle a regardé la page de résumé. Elle a regardé le mois où je n'ai pas pu me payer le manuel et où j'ai raté le cours, où son virement et le débit des billets de concert existaient dans le même cycle de facturation. Une larme a atterri sur la soucoupe. Je n'ai rien dit. Elle a fermé le classeur. Elle est restée assise avec ses mains à plat dessus un moment. Que veux-tu que je fasse, a-t-elle demandé. La question était directe et sans comédie. La question d'une femme qui a évalué une situation et offre le pouvoir d'agir à la personne qui en a été lésée. Continue d'envoyer l'argent, ai-je dit, mais change le compte. Je lui ai glissé une serviette en papier. Dessus, j'avais écrit le numéro de routage et le numéro de compte d'un compte d'épargne que j'avais ouvert dans une autre banque le vendredi précédent, à mon nom seul, avec $47. Le montant que j'avais dans ma poche le jour où j'ai décidé que c'en était assez. Elle a regardé la serviette. Elle l'a prise. Sa main n'a pas tremblé. Fait, a-t-elle dit. Elle a versé plus de thé. Nous sommes restés assises à sa table de cuisine pendant une autre heure à parler de ma remise de diplôme, de mes projets et de ma candidature pour les études supérieures sur laquelle je travaillais. Elle a posé des questions sur le programme. Elle a demandé si j'étais excitée. Elle était chaleureuse de la manière spécifique dont elle avait toujours été chaleureuse, présente, intéressée, sans la qualité gérée de la chaleur qui se donne en spectacle pour un public. Avant que je parte, elle m'a serré dans ses bras à la porte comme elle le fait toujours, avec les deux bras. Je suis désolée, a-t-elle dit. J'aurais dû te parler directement. Tu leur faisais confiance, ai-je dit. J'aurais dû te faire plus confiance, a-t-elle dit. Je suis rentré en voiture et j'ai appelé Kevin Marsh. Kevin Marsh est conseiller financier certifié avec une spécialité en succession et fiducie familiale depuis 21 ans. Son bureau se trouve dans un immeuble sur Washington Street à Chicago qui a l'efficacité fonctionnelle de quelqu'un qui a organisé son espace professionnel autour du travail plutôt que de l'impression du travail. Pas de grande table de conférence en verre, pas de superficie inutile, un bureau, des chaises, une fenêtre et un système d'organisation qui suggérait que chaque chose avait une place parce que tout avait été pensé. Il a examiné le classeur dans les 20 minutes précédant notre rendez-vous et m'a accueilli à la porte avec l'expression d'une personne qui a déjà formé des conclusions préliminaires et est prête à en discuter. Ce que vous avez documenté, a-t-il dit, constitue un détournement de fonds de donation. Votre grand-mère a désigné ces fonds explicitement pour votre soutien éducatif. Le fait qu'ils aient transité par le compte joint de vos parents ne fait pas légalement de l'argent de vos parents. L'intention et la désignation sont documentées dans les notes de transaction. Est-ce récupérable, ai-je demandé. Cela dépend de ce que vous entendez par récupérable, a-t-il dit. Vous n'allez pas poursuivre vos parents au civil dans la plupart des cas comme celui-ci, car le coût et les dommages relationnels dépassent généralement le bénéfice. Mais il existe d'autres formes de responsabilité. Il a fait une pause.
La question la plus pertinente dans mon expérience de ces situations est de savoir si votre grand-mère a été pleinement informée et si elle veut prendre des mesures concernant ces arrangements successoraux plus larges. Elle sait, ai-je dit. Elle a déjà changé le compte. Il a hoché la tête. Alors la question est de savoir jusqu'où elle veut aller. Il m'a donné 2 noms. Le premier était sa collègue Teresa Okonwo, une avocate spécialisée en succession depuis 16 ans qui traitait des situations impliquant des héritages et des dons détournés et qui serait en mesure de conseiller ma grand-mère sur ses options légales concernant les personnes qui avaient détourné son argent. Le second était un conseiller financier au bureau des services aux étudiants de l'université qui pourrait m'aider à documenter rétroactivement mes dépenses éducatives et à accéder potentiellement à des fonds de secours auxquels j'aurais pu avoir droit mais dont j'ignorais l'existence. J'ai noté les 2 noms. Je les ai utilisés tous les 2. 2 semaines après ma visite à la table de cuisine de ma grand-mère, mes parents m'ont organisé une fête de remise de diplôme. Je veux le répéter parce que je veux que vous compreniez la texture spécifique de la situation. 2 semaines après que ma grand-mère ait changé le compte, après qu'elle ait tourné chaque page du classeur noir et regardé les preuves de 4 ans atterrir au bon endroit, mes parents ont organisé une fête au Country Club de Naperville pour 30 invités avec un buffet traiteur, un bar et un chapeau de diplômé décoratif sur la table des desserts. Ils ont invité ma grand-mère. J'y pense. J'y ai pensé de nombreuses fois depuis ce mois et je n'arrive pas à décider s'ils étaient convaincus qu'elle ne leur avait pas parlé de notre mardi, ou s'ils lui avaient parlé et qu'elle n'avait rien laissé paraître. Ou s'ils avaient simplement décidé que la meilleure façon de gérer ce qui pourrait arriver était d'afficher publiquement et préventivement leur fierté pour moi. Mon père a fait un discours. Il s'est tenu à l'avant de la salle à manger privée avec une flûte de champagne et 30 invités et la confiance spécifique d'un homme qui a passé des années à être l'autorité dans sa propre maison et qui se considère sincèrement comme un bon père. Il a parlé de travail acharné. Il a parlé de persévérance. Il a parlé de ce que cela signifiait d'élever une fille autosuffisante, de la valeur de faire les choses par soi-même, du caractère que les difficultés forgent. Il a accepté les applaudissements comme s'il avait écrit ma thèse. Je me tenais près du fond de la salle à côté de mon frère Ben, qui regardait mon père avec l'expression légèrement vitreuse de quelqu'un qui n'a pas encore relié les fils de ce qui est sur le point de se produire. Puis ma grand-mère s'est levée. Ce n'est pas une personne théâtrale. Elle ne fait pas de discours pour la performance. Quand Eleanor Carter parle dans une pièce, c'est parce qu'elle a quelque chose à dire et qu'elle a décidé de le dire, et le fait de le dire ne nécessite ni mise en scène ni annonce. Elle s'est simplement levée et la pièce est devenue silencieuse de la manière dont les pièces deviennent silencieuses lorsque la personne la plus âgée décide de parler. « Je voudrais dire quelque chose », a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse. La pièce était chaleureuse. 30 personnes tenaient leur verre de champagne et souriaient à ma grand-mère qui allait dire quelque chose de doux sur la remise de diplôme de sa petite fille. Je suis si fier de Ruby. Elle a travaillé si dur, et cela a toujours été clair pour moi. Elle m'a souri de l'autre côté de la pièce. C'est pourquoi j'étais heureuse d'aider. Je suis contente que les $1500 que j'ai envoyés chaque mois t'aient aidé à t'en sortir, ma chérie. Elle l'a dit de la même manière qu'au restaurant. Chaleureusement, sans cérémonie, comme si elle partageait quelque chose de doux. Cette fois, j'étais prête. L'atmosphère de la pièce a changé, pas de façon spectaculaire, mais plutôt comme le changement physique spécifique qu'une pièce subit lorsque son climat émotionnel change et que tout le monde le ressent avant de savoir pourquoi. Ma tante Carole, de l'autre côté de la pièce, s'est arrêtée au milieu d'une gorgée. Mon cousin Devon, que j'aime bien et qui avait toujours été gentil avec moi, a regardé de ma grand-mère à moi, puis à mes parents, dans la séquence spécifique de quelqu'un qui fait un calcul contextuel rapide. Mon père composait déjà son visage avec l'expression qu'il utilise lorsqu'une situation nécessite d'être gérée. J'ai regardé ma grand-mère. Je ne l'ai jamais reçue, grand-mère, ai-je dit. Des halètements. Ils ont commencé à la table la plus proche de ma grand-mère et se sont propagés vers l'extérieur comme le son se déplace dans une pièce. Pas tous en même temps, mais en une vague, à mesure que chaque personne traitait ce qu'elle avait entendu et transmettait l'information à la conscience suivante. La bouche de ma tante Carole s'est ouverte, et restée ouverte. Mon père s'est avancé. L'expression qui est apparue sur son visage était celle que je l'avais vu utiliser toute ma vie, l'expression d'un homme qui est sur le point de recadrer une situation comme un malentendu et qui est confiant de pouvoir le faire. Ruby, sa voix était modulée, égale, la voix qu'il utilise dans les conversations difficiles où il doit être l'adulte. Nous en avons parlé.
C'était un malentendu avec les comptes. L'argent est allé aux dépenses du ménage qui soutenait-on. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai posé le classeur noir sur la table la plus proche. Pas de façon dramatique. De la manière dont on pose un document qui a besoin d'être vu. La pièce m'a regardé l'ouvrir. Le vert, ai-je dit, ce sont les virements de grand-mère. 54 000 $ dans les relevés que j'ai pu consulter. 72 000 $ au total, estimés à partir du modèle. J'ai tourné vers l'intercalaire suivant. Le rose, ce sont les week-ends au spa, les vêtements de marque, les notes de restaurant, les fournitures de golf. Un autre intercalaire. Le bleu, c'est l'argent envoyé à Ben. J'ai regardé mon frère. La caution de ta voiture, la caution de ton appartement, ton voyage de ski. Ben était devenu blême. Il regardait les pages surlignées en bleu avec l'expression de quelqu'un qui reçoit une information qui réorganise les 4 dernières années de sa compréhension de sa propre vie. Ma voiture, a-t-il dit doucement. Pas à moi, à lui-même, ou à la pièce, ou à personne en particulier. La caution de mon appartement. Ma mère ne pouvait pas le regarder. Elle fixait la table. J'avais vu ma mère gérer des situations difficiles toute ma vie. Le sang-froid spécifique d'une femme qui a décidé, de manière constante et pendant de nombreuses années, que la façon de traverser une situation inconfortable est de paraître au-dessus. Elle ne pouvait pas trouver ce sang-froid. Le classeur était sur la table devant 30 personnes et il n'y avait aucun moyen de paraître au-dessus d'un classeur. Mon père a dit, c'est une affaire de famille privée et je pense que nous devrions. Tu as fait un discours, ai-je dit. Devant 30 personnes sur la valeur de l'autosuffisance et ce que tu m'as appris sur le travail acharné. Cela me semble être la bonne salle. Il s'est arrêté. Ma grand-mère avait observé la pièce avec l'expression d'une femme qui a déjà fait ses comptes et qui regarde maintenant les autres faire les leurs. Elle a fouillé dans son sac, son téléphone. Les yeux de mon père se sont écarquillés de la manière spécifique de quelqu'un qui a identifié une variable qu'il ne peut pas contrôler. Eleanor, a-t-il dit. Elle a composé le numéro. La pièce était complètement silencieuse, le genre de silence où 30 personnes retiennent collectivement une respiration qu'elles n'ont pas décidé de retenir. Ça a sonné 2 fois. David, a-t-elle dit quand son avocat a répondu. David Horton, avocat spécialisé en succession. Je l'avais cherché parce que ma grand-mère avait mentionné son nom une fois et je suis une personne qui cherche des informations. 33 ans en droit des successions et des fiducies, le cabinet sur Ontario Street que ma grand-mère utilisait depuis une décennie. Fermer le compte joint avec ma fille. Commencer à examiner chaque actif que j'ai co-signé pour Marc et Sarah. Je voudrais voir la liste complète de ceux que je les ai autorisés à accéder. Et puis j'aimerais commencer le processus pour les retirer comme bénéficiaires de mon testament. Le halètement qui a traversé la pièce était du genre qui ne se produit que lorsque 30 personnes traitent la même information simultanément et la trouvent tout aussi énorme. Une inspiration collective de 30 respirations séparées. Compris, a dit David Horton. Sa voix était audible dans le silence de cette pièce. La voix spécifique d'un homme qui est avocat depuis 33 ans et qui a appris que son travail dans des moments comme celui-ci est d'être imperturbable. Considérez que c'est fait. Ma grand-mère a rangé son téléphone dans son sac. Elle a regardé mon père un instant. Pas avec colère, avec l'expression spécifique d'une femme qui a pris une décision et qui regarde la chose qui l'a poussée à la prendre. Puis elle m'a regardé. J'ai pris mon sac. J'ai traversé la salle à manger privée du country club de Naperville. Passé mon cousin Devon, qui a tendu la main et a brièvement touché mon bras alors que je passais. Passé ma tante Carole, qui était toujours assise avec la bouche légèrement ouverte, passé 30 personnes qui étaient très immobiles et très silencieuses. Et je suis sorti par la porte pour aller dans le parking où l'après-midi de mai était lumineux et spécifique et entièrement en dehors des murs de cette pièce. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait rien dans cette pièce qui nécessitait un regard en arrière. La vérité se tenait déjà là où tout le monde pouvait la voir. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.